Dr. Schull nous parle de l'Ontario est probablement la province au Canada qui a avancé le plus et qui a fait le plus de choses pour que quelqu'un, quelque part, fasse des choses intelligentes avec des données administratives en santé. OK, merci beaucoup, Damien. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de revenir à Montréal, ma ville natale. Et je suis directeur de l'Institute for Clinical Evaluative Sciences à Toronto, mais je pense que je préfère le nom de Damien, l'Institut d'excellence. Je pense que je vais utiliser celle-là. Et on m'a demandé de venir pour parler du modèle qu'on exploite à mon institut. Et d'après moi, c'est quelque chose qu'on peut dire, premièrement, ça existe d'autres façons, d'une certaine façon dans d'autres provinces, et ça a potentiellement une application ici au Québec aussi. Alors, l'Institut est premièrement, je vais juste vous décrire un peu la structure de l'Institut. On existe depuis 25 ans. Alors, on a été fondé en à peu près 1992. On est un institut indépendant. On n'est pas affilié avec le gouvernement ni avec une université comme telle. Et on est une corporation à but non lucratif. Et nous sommes affiliés avec plusieurs universités en Ontario. Alors, on a en fait cinq lieux physiques. On a notre base centrale, on peut dire, à Toronto, mais on a en plus un autre emplacement à l'Université de Toronto, à Toronto même, pour les chercheurs de l'université, un autre à l'Université d'Ottawa, un autre à l'Université de Western Ontario, à London, un à Queen's, et on est en train de bâtir deux autres, un à McMaster, qui est à Hamilton, et un dans le nord de l'Ontario, à l'Université de Laurentienne. Alors, tous les chercheurs qui ont accès aux données à notre institut sont des chercheurs qui sont affiliés avec l'Institut, mais aussi doivent être facultés dans une université de l'Ontario. Alors, ils peuvent être à l'Université de Toronto, ils peuvent être à l'Université de Queen's ou Western Ontario, mais c'est toutes des facultés. Ils doivent être des chercheurs qui sont associés avec une université, en plus de rejoindre nos critères pour être un chercheur à ICES. Notre permission pour recevoir les données que nous avons détient premièrement de la loi pour la protection de l'information de santé personnelle en Ontario. Alors, quand cette loi a été passée en à peu près 2003, je pense, on existait déjà depuis à peu près plus que 10 ans. Alors, en fait, on a été chanceux parce qu'on a été écrit dans la loi, parce que le gouvernement reconnaissait la valeur du travail qu'on faisait. Alors, il voulait que notre permission pour recevoir les données continue. Alors, on a un statut spécial qui s'appelle un institut prescrit. Il y en a à peu près 4 en Ontario. Et comme ça, on a le droit, comme CIHI, en fait, est un autre institut prescrit sous la loi en Ontario. Ce que ça veut dire, c'est que ça nous permet de recevoir des bandes de données, de l'information de santé qui est identifiée et que nous, à la suite, on anonymise, ou on peut dire pseudo-anonymisation, parce qu'on peut jamais vraiment dire que c'est complètement anonyme, mais on fait en sorte qu'on ne peut pas réidentifier des individuels en utilisant nos bandes de données. Alors, ce statut-là, comme institution prescrit, est sous le contrôle du commissionnaire de l'équivalent essentiellement du commission de l'accès à l'information. Voilà, l'accès à l'information au Québec, l'équivalent en Ontario. En fait, eux, ils revisent tous nos politiques, toutes nos procédures, tous les 3 ans. Et je peux vous dire que c'est une révision assez exhaustive. Ça prend à peu près 1 an pour compléter la révision. Et au bout de cette révision, on reçoit encore une licence essentiellement pour rester une institution prescrite pour les prochaines 3 ans. Mais si jamais nos procédures ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils doivent être, on peut en fait perdre ce statut-là, ce qui serait dévastatrice pour l'Institut. Alors, on prend ça très sérieusement, comme vous pouvez imaginer. Une autre sorte de contrôle sur comment on utilise les informations, c'est tous les contrats qu'on a avec les organismes et les institutions qui nous donnent des données. Alors, par exemple, on a un contrat avec CIHI, on reçoit beaucoup de données de CIHI pour la province de l'Ontario, et on a un contrat qui décrit quelles données on va avoir et qu'est-ce qu'on peut faire avec et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec.
On a une autre entente semblable avec le ministère de l'Ontario, le ministère de la Santé de l'Ontario, parce qu'on reçoit beaucoup de données du ministère de la Santé. Encore une fois, c'est très détaillé sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire avec les données. Ainsi de suite, avec toutes sortes de partenaires. Alors, on a plus que 100 bandes de données pour l'ensemble de la population en Ontario. Et plusieurs de ces bandes de données-là vont jusqu'en 1990 à peu près. Alors, on a vraiment un portrait historique et sur l'ensemble de la population. En plus, on a des bandes de données sur les prescriptions, sur les contacts avec les médecins dans la communauté, les médecins de soins en première ligne, toutes sortes de registres de maladies oncologiques, cardiaques, etc. Des enquêtes qui sont faites par Statistique Canada, par exemple, on reçoit des copies de ces enquêtes-là. Et ce qui est particulièrement intéressant récemment, c'est que depuis à peu près 5 ans, on reçoit des copies des records médicaux électroniques de soins de première ligne. Alors, pour à peu près 500 000 Ontariens, c'est à peu près 400 ou 500 pratiques de première ligne, on reçoit une copie de leur record entier de soins en première ligne qu'on a jumelé avec nos autres bandes de données. C'est un ressource très, très puissant pour comprendre ce qui se passe en soins primaires. Alors, je vous ai parlé un peu des données qu'on utilise. Maintenant, je vais vous parler un peu de qui a accès à ces données. Alors, l'accès à ces données est extrêmement contrôlé. Premièrement, on a à peu près, je dirais, 3 personnes dans notre institut. On a à peu près 200 staff et presque 200 chercheurs qui sont affiliés avec l'Institut. Il y a à peu près 3 personnes qui ont accès aux données identifiées quand ils rentrent et c'est une unité qui est complètement, comment je peux dire ça en français, ils sont complètement isolés du reste de l'Institut. Alors, quand ils reçoivent ces données-là, eux, leur job, c'est d'enlever tous les identificateurs, le nom, le numéro de l'assurance maladie, mais on met un code qui est encrypté pour permettre de jumeler ces bandes de données plus tard. Après ça, chaque fois qu'un chercheur veut toucher aux bandes de données pour un projet, il faut avoir un processus d'approbation. Premièrement, on demande, bon, c'est quoi la question, quelles sont les données qui sont nécessaires. Tu ne peux pas juste dire, bon, je veux toutes les hospitalisations. Non, tu dois dire quelles années, quelles variables à l'intérieur de cette bande de données voulez-vous et pourquoi en avez-vous besoin. Et on a un office Privacy Office qui fait une évaluation de chaque demande pour toucher aux données. Après ça, il y a juste certains de nos staffs, même après avoir eu l'approbation, il faut aussi avoir une approbation d'une comité d'éthique qui est indépendante de l'Institut pour chaque demande. Après ça, il y a seulement quelques analystes qui peuvent avoir accès aux données même non identifiées. Le chercheur lui-même ne peut pas aller voir les données, c'est juste les analystes. Alors, il y a toute une série de contrôles sur l'accès aux données pour justement rendre confiance à la population que leurs données sont saines et saufs à l'intérieur de l'Institut. On a commencé depuis à peu près 1 an et demi. Ça, c'est en fait avec une subvention qui vient du CIHR et le ministère de la Santé de l'Ontario à donner accès virtuel à nos données. Alors maintenant, un chercheur n'importe où au Canada a le droit de faire une demande pour avoir accès à nos bandes de données. Il y a encore un processus semblable à ce que je vous ai expliqué pour dire oui ou non. Mais une fois que on donne le feu vert, on ne donne pas les données à personne. Il faut que cette personne-là ait donné accès par VPN, je ne sais pas comment dire ça en français, mais Very Private Network, Virtual Private Network, sorry, sur nos serveurs et ils ont juste accès aux bandes de données sur lesquelles ils ont eu permission de voir. Ils font toute leur analyse sur nos serveurs. Ils peuvent seulement enlever les résultats agrégés. Aucune donnée individuelle peut être enlevée. Et ça, maintenant, on a eu à peu près, depuis 1 an et demi, à peu près 130 demandes et il y en a à peu près 108 à peu près qui ont été à l'avant. Il y en a qui n'étaient juste pas faisables, mais ça, je pense que c'est un modèle qui est très intéressant parce que, 1, ça donne accès à beaucoup plus de chercheurs et 2, ça garde quand même la sécurité pour les données.
L'autre chose que je voulais juste mentionner vite, c'est qu'on a une partie de nos fonds viennent du ministère de la Santé de l'Ontario. Et une de nos mandats, c'est de répondre à des questions qui parviennent du système de santé. Alors, si, par exemple, le ministère de la Santé a une question sur qu'est-ce qui se passe avec les patients avec multimorbidité, ou si un régie régionaux, les équivalents en Ontario, ont une question sur les asthmatiques, ou si un hôpital veut savoir qu'est-ce qui se passe avec les patients qui sont réadmis à leur hôpital à comparer avec d'autres hôpitaux, ils peuvent nous demander la question. On fait l'analyse et on leur donne un rapport. Et tout ça, en fait, c'est gratuit parce que ça fait partie de notre financement du ministère. On fait à peu près 40 projets par année de ce genre. Et je pense que c'est pour le gouvernement, en fait, le gouvernement, bon, ils aiment la recherche, vous savez très bien que la recherche se passe, mais dans le fond, eux, ça ne leur dérange pas trop s'il y a plus de recherche ou moins de recherche, mais si on peut répondre à des questions qui leur préoccupent ou qui préoccupent les acteurs dans le système de santé, je pense que c'est quelque chose qui donne vraiment un atout, qui donne un bon argument pour la valeur de l'Institut. Et c'est peut-être un modèle semblable qui pourrait être bon pour le Québec. Dernier point que je veux dire, c'est qu'il y a à peu près 2 ans, le gouvernement en Ontario a lancé un programme provincial pour entraîner du monde dans le système de la santé, des médecins, infirmières, administrateurs, etc., dans l'amélioration des qualités de soins. Et on est un partenaire là-dedans pour donner accès à ces équipes-là à des données et aussi un entraînement comment utiliser les données, soit nos données ou leurs données, comment faire l'analyse pour l'amélioration de soins. Ce n'est pas vraiment de la recherche, c'est vraiment frontline quality improvement. Et encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui est très pratique et où la valeur est très évidente. Alors, je vais arrêter là, puis s'il y a des questions, je suis content de répondre. Bon, et pour tous ceux qui ne sont pas du monde dans la recherche, les données que Michael décrit font baver d'envie tous les chercheurs au Canada. Et quand on regarde en termes de publication, les gens en Ontario, nos gentils collègues, sont en train de sortir avec une régularité troublante de splendides analyses qui, au Québec, sont infaisables.